Fait qu'on va commencer avec notre présentation de ce soir. Puis, je vais vous parler un petit peu. OK. Oh mon Dieu. Bon, on a été un petit peu loin, mais ça s'en vient. Nous autres aussi, on apprend tout ça au niveau du travail. On n'était pas habitués à ça avec la technologie, la nouvelle technologie. Mais je vous dirais, depuis le confinement, depuis le COVID, on a appris énormément là-dessus au niveau de la technologie puis à faire ces webinaires-là. On n'est pas encore des professionnels là-dessus, mais on s'en vient tranquillement, puis je pense qu'on apprend à toutes les fois qu'on donne des présentations aussi. Fait qu'on on est un petit peu moins stressé, je dirais, d'utiliser la technologie. Fait que c'est comme plus le fun aussi de donner les webinaires. Si on parle de l'Association canadienne pour la santé mentale, elle a été fondée en 1918. Fait que ça fait quand même longtemps qu'elle existe. Puis, l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est un organisme caritatif ou un organisme de bienfaisance national qui contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. Puis, l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, puis je vais probablement utiliser souvent l'ACSM du Nouveau-Brunswick parce que c'est les abréviations qu'on utilise. Nous autres, on facilite aussi l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, aussi favoriser leur établissement à la suite d'une maladie mentale aussi. On investit beaucoup des efforts importants de sensibiliser le public à la santé mentale, aussi à les renseigner sur la maladie mentale. Puis aussi, on essaie de faire tomber les préjugés pour essayer de permettre aux gens d'aller demander de l'aide le plus. On sent que la société prend un virage positif parce que je remarque qu'on parle beaucoup maintenant de santé mentale, puis c'est beaucoup sur les lèvres de tout le monde, la santé mentale, puis encore plus en ce temps-ci, notre santé mentale, on a besoin d'y en prendre soin parce que avec le confinement, avec les restrictions qu'on a, toutes ces choses-là, le stress qu'on vit, l'anxiété, fait que c'est important de prendre soin de sa santé mentale aussi. Fait qu'on est soucieux, nous autres à l'association, on est soucieux d'offrir des services de qualité, des programmes aussi. Puis on est bien décidé à promouvoir notre vision de personnes qui sont mentalement saines dans une société qui est saine aussi. Fait que c'est ça un peu qu'est l'association. Puis la semaine passée, c'était la semaine de sensibilisation à la santé mentale. Ça existe depuis 1951, donc ça fait quand même longtemps qu'à chaque année, première semaine du mois de mai, on organise plein d'activités. Puis cette année, ça s'est passé virtuellement. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur les réseaux sociaux par rapport à la semaine de la santé mentale. Donc, on a eu beaucoup de webinaires allant du yoga à la coupe de cheveux ou comment prendre soin de ses cheveux. Il y en avait de toutes les sortes, même des minutes pour du stretchage. Mon Dieu, j'ai pas le mot, pour des étirements avec le yoga. Il y avait des choses pour les enfants aussi, des histoires qui ont été lues pour les enfants. Fait il y avait beaucoup de choses. Il y en avait pour les personnes âgées aussi. Fait qu'on avait une panoplie de choses. Puis ça aussi, on peut aller sur le YouTube channel, puis ils vont tout être placés sur ce YouTube-là aussi. Fait que les gens peuvent aller voir aussi. Ça prend quelques jours avant que ça soit uploadé là-dessus, mais ça va être là-dessus aussi. Si on regarde au niveau de l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. On a un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Il y a le programme de coordinateur et coordinatrice en éducation communautaire, des personnes comme moi qui est dans chacune des régions du Nouveau-Brunswick.
qui offre ces services-là. D'habitude, on est dans la communauté puis on offre ces sessions-là à des groupes de gens. Il y a plusieurs programmes qu'on offre aussi. Là, présentement, vu qu'il n'y a pas on ne peut pas se rassembler, donc c'est pour ça qu'on utilise les médias sociaux pour être capable de donner le plus d'informations possible et d'éducation aussi au plus de gens possible. Fait que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui s'inscrivent à les webinaires. C'est quand même le fun parce que ça dure ça dure environ 1 heure, 45 minutes à 1 heure. La session, ça fait qu'on donne des informations, des trucs aussi, des ressources qu'on a dans la communauté. Puis on peut aller vérifier dans chacune de nos communautés. Puis il y a aussi les ressources qu'on peut aller chercher si on a besoin de l'aide. Comme je pense au service de santé mentale, par exemple. Beaucoup de gens pensent que peut-être que c'est fermé, mais non, c'est pas fermé. Si vous avez besoin des services, ce sont comme des services essentiels, donc vous pouvez appeler à votre centre de santé mentale. Puis aussi, ils vont commencer à prendre des rendez-vous aussi parce que là, on est rendu à la phase orange, fait qu'il y aura peut-être ils vont y mettre des choses en place là, par rapport à ça aussi. On a le programme provincial de soutien par les pairs aussi. Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que on est capable de jumeler des gens qui vivent les mêmes choses, puis ils sont capables ensemble de travailler pour améliorer leur santé mentale aussi en allant vers leur établissement aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. On a le programme d'emploi qui s'appelle le Working Stronger Together. C'est travailler ensemble pour la santé mentale. Puis ça aide à fournir aux gens les compétences nécessaires pour rentrer sur le marché du travail, puis aussi pour obtenir un emploi significatif à long terme. Puis, quand les gens ont un emploi, bien, effectivement, qu'est-ce que c'est que ça nous donne? Ça améliore notre santé mentale, notre santé physique aussi. Ça va réduire les hospitalisations aussi pour ces gens-là. Donc, on a un travail, on a un but, on se lève, on est content, on fait ça. Donc, pour les gens qui sont atteints de maladies mentales, qui ont un travail, mais ça réduit les hospitalisations aussi. Puis, si je regarde aussi, ça offre aussi un mieux-être aussi financier parce que les gens reçoivent de l'argent, ils sont payés pour ça. Ça fait que ça, c'est intéressant, puis aussi l'intégration communautaire. Et on a besoin de ces choses-là aussi. L'an dernier, l'ACSM du Nouveau-Brunswick a desservi au-delà de 75 000 personnes au Nouveau-Brunswick. C'est quand même le fun qu'on peut rejoindre beaucoup de gens. Puis, avec les webinaires cette année, qu'est-ce que c'est qu'on avait reçu à peu près? On a à peu près au-dessus de, je pense, c'est de 600 à 800 personnes qui ont suivi les webinaires, puis aussi qui ont été sur les réseaux sociaux qu'on a, soit sur le Facebook. Ça fait qu'on a beaucoup de likes. Les gens suivent notre page Facebook. Et il y a plusieurs choses qui sont mises là-dessus aussi. Ça fait que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Parce que c'est de l'information qu'on a tous besoin de savoir. Puis même des fois, on a des informations qu'on sait déjà, mais des fois, juste se les faire rappeler, ça fait du bien. Fait que si je regarde au niveau de statistiques importantes, on dit quelle est la proportion de personnes qui sont atteintes de maladies mentales à un moment donné de leur vie. Mais on dit qu'il y a au moins une personne sur 5 qui va être atteinte d'un problème de santé mentale au courant de sa vie. Donc 20% de la population. Quel est le pourcentage de visites médicales liées au stress? Puis si on en regarde à 70 à 80% de gens qui vont aller voir le médecin pour que ce soit des problèmes, puis souvent ça va être des problèmes physiques, des problèmes d'estomac, toutes sortes de maux, mais en pensant que c'est physique, mais souvent c'est relié au stress. Parce qu'on sait, puis on va en parler un petit peu plus loin, je pense qu'on va donner un petit peu de statistiques par rapport à ça. Fait que c'est quand même énorme, 70 à 80% des visites chez le médecin vont être liées au stress. Combien de personnes au Canada s'absentent chaque semaine du travail en raison de problèmes de santé mentale? On dit qu'il y a 500 000 personnes au Canada qui s'absentent du travail à chaque semaine par rapport à des problèmes de santé mentale. Que ça peut être la fatigue, de l'épuisement, du stress, qui vivent quelque chose de difficile, ça peut être un deuil ou quelque chose comme ça. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Quel est le classement des principales causes d'invalidité dans le monde en ce qui concerne les problèmes de santé mentale? Puis ça, on regarde
5 personnes sur 10 vont être invalidées dans le monde à cause des problèmes de santé mentale. Donc, c'est peut-être comme, je dirais, à moitié de la personne, à moitié des gens qui travaillent, soit 50%. Ça fait que c'est quand même beaucoup, là, si on parle au niveau mondial, dans le monde. On estime que le taux de chômage est d'environ quel pourcentage parmi les personnes atteintes de maladies mentales, de problèmes de santé mentale, les plus graves et les plus complexes. Puis si on regarde ça, là, au niveau du chômage, c'est de 70 à 90% des gens qui sont atteints de maladies ou de problèmes de santé mentale complexes. C'est ça qu'est le pourcentage. C'est quand même un gros pourcentage par rapport à ça, qui est relié aux problèmes de santé mentale au niveau du taux de chômage. C'est quand même beaucoup. C'est que je pense à l'autre, puis c'est qu'on regarde le stress, mais le stress, c'est tout simplement le changement et notre capacité à nous adapter aux changements et exigences dans nos vies. Puis, on sait que le stress, ça provient de 4 sources. On parle de l'environnement, on parle des stress sociaux, on parle psychologique, puis aussi nos propres pensées peuvent nous causer du stress aussi. Fait que ça, c'est quelque chose aussi. Fait que si on regarde au niveau du stress, ben, les effets du stress, ça peut être positif ou négatif. On sait que le stress, on a besoin de ça, c'est nécessaire. Puis sans stress, il n'y aura pas de productivité ou d'engagement. Puis c'est sûr que quand on a un petit peu de stress, ça nous motive, on veut essayer d'avoir une meilleure performance qu'on veut. Fait que donc le stress, ça nous motive. Fait que le stress, ça devient un problème quand les gens ne sont plus capables de gérer un événement ou une situation, puis qu'ils se sentent dépassés. Là, le stress devient un problème parce que j'arrive plus, je suis plus capable. Puis quand on parle de stress négatif, il faut tenir compte des conditions qui sont mineures. Comme exemple, des maux de tête, par exemple, parce que quand on vit beaucoup de stress, on peut avoir des maux de tête, des problèmes digestifs. Donc, on va manger, puis ça nous reste sous l'estomac. Fait qu'on a des problèmes. Ça peut aller jusqu'à des problèmes de peau aussi. On parle d'insomnie. On sait que quand on vit beaucoup de stress, ça peut nous empêcher de dormir le soir aussi. Ça peut nous causer des ulcères aussi. Ça fait que c'est quand même beau. Puis un stress excessif et de longue durée ou qui est non réglé peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, physique et spirituelle. Si on regarde ça. Si on parle de stress positif, mais certains stress, ça peut avoir des effets positifs aussi, comme que je disais tantôt. Ça peut nous stimuler la motivation ou la prise de conscience. Ça crée une stimulation pour faire face aux situations difficiles. Puis présentement, on en vit des situations difficiles, on vit toutes sortes de choses qu'on n'était pas habitué à vivre avant. Fait que c'est tous des stress. Il y en a des stress qui sont positifs. Tu sais, comme si je regarde par rapport à mon travail, c'est sûr que quand ils nous ont dit qu'on allait arrêter de travailler, on ne serait plus dans nos bureaux, qu'on allait travailler à partir de la maison. Mais là, le stress augmente parce que, OK, comment est-ce qu'on travaille à partir de la maison? Puis là, on a été initié à faire des webinaires. Mais ça aussi, le stress était positif parce que ça nous motivait à apprendre des nouvelles choses, puis à faire des nouvelles choses, puis faire des choses différemment. C'était un bon stress, mais quand même, c'est un stress pareil. Ça peut donner un sentiment d'urgence aussi, stress. Puis ça aussi, ça nous donne des alertes qui sont nécessaires s'il y a des choses qui se passent alentour de nous qui sont menaçantes. Fait que ça, le stress, ça nous aide. Fait que, autant qu'il peut être négatif, le stress est positif aussi. Il y a du positif dans les deux aussi. Si on regarde au niveau de l'équilibre vie-travail, on dit qu'il y a 58% des Canadiens qui rapportent avoir un sentiment de surcharge de rôle. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Puis ça, quand on parle de rôle, on parle de rôle comme en tant que parent, travailleur, ami. Ça fait qu'on a plus, si on regarde tous les rôles qu'on joue dans la communauté, puis dans la famille aussi, ça fait que des fois, on peut avoir une surcharge de rôle aussi. Une augmentation significative d'anxiété et de dépression chez les travailleurs qui travaillent plus de 40 heures, 49 heures semaine. Fait que ça aussi, c'est correct de faire du surtemps pour une certaine période de temps, mais trop, ça peut affecter aussi puis augmenter le stress chez la personne. On dit que les gens passaient 45 minutes de moins par jour de travail avec leur famille en 2005 à 85. Ça fait qu'ils passaient 45 minutes de moins par jour avec leur famille parce qu'ils travaillaient plus longtemps.
Fait que c'est quand même quelque chose de pareil. Fait que les performances des employés, le taux de maladie, l'absentéisme, les accidents et la rotation du personnel c'est tous affectés par l'état de santé mentale des employés. Fait que si on regarde ça, c'est que le stress est quand même bon. Puis avoir un équilibre au niveau du travail, si on regarde ça, mais on n'est pas tout seul dans tout ça, avoir une surcharge de rôle. Ça fait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vivent la même chose que ça aussi. Si on regarde, selon Statistique Canada, on dit qu'il y a environ 27% des adultes qui travaillent, qui ont déclaré ressentir beaucoup ou voire énormément de stress au quotidien. Soit 62% des répondants qui ont déclaré que le stress au travail était la principale raison de leur stress. Puis parmi les autres sources qu'on voyait de stress chez les travailleurs qui étaient très stressés, on pourrait mentionner, par exemple, les préoccupations financières à 12%, le manque de temps. On parle de questions familiales aussi, des questions personnelles ou autres. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont reliées par rapport au stress, par rapport au travail aussi. Fait que l'importance d'avoir un équilibre entre travail, vie personnelle, ça fait que ça devient important. Puis dans ces temps-ci, je pense que ça peut être un peu difficile parce que là, on travaille à partir de la maison, mais on a aussi la famille. Fait qu'il faut gérer les deux encore peut-être un peu plus parce qu'avant, si tu travailles à l'extérieur, mais que tu arrives avec la famille, mais là, c'est comment est-ce que je m'organise à travailler à partir de la maison avec les enfants, avec le conjoint, et avec tout ce que c'est que ça comprend aussi. Fait que ça peut être un petit peu chaotique des certaines journées aussi. Si on regarde les facteurs de stress à la maison, on parle de famille, par exemple. Ça peut être difficile de concilier les besoins de sa famille, parce que tout le monde a des besoins, puis ça ne correspond pas toujours à ceux de la famille. C'est tout individuel, on a tous chacun nos besoins personnels à nous autres-mêmes. Si on regarde au niveau des parents vieillissants, aujourd'hui, nos parents, ils vivent beaucoup plus longtemps, puis ils vivent en meilleure santé aussi parce que les aînés vivent assez vieux. Puis dans la mesure où ça peut être merveilleux, ça peut aussi nous apporter des responsabilités supplémentaires. Parce que ça demande un peu plus, parce que là, il faut qu'on s'occupe aussi de nos parents en plus de nos enfants. Ça fait que c'est peut-être une surcharge. Quand on parle des surcharges de rôle, ça peut être ça aussi. Fait que puis nos parents aussi, ils veulent rester dans leur maison plus longtemps. Fait qu'ils veulent avoir leurs indépendances autant que possible aussi. Puis ça ajoute du souci puis un fardeau supplémentaire parce que nous autres, en tant que les enfants de nos parents, on veut faire sûr qu'ils sont bien. Donc, des fois, ça peut être une surcharge chez nous autres d'essayer de combler leurs besoins à eux autres aussi. Fait que c'est quand même quelque chose. Moi, mon père a vécu jusqu'à 89 ans. C'était quand même un bel âge. Puis, c'est sûr qu'il voulait rester autonome jusqu'à la fin, puis il a été autonome jusqu'à la fin aussi. Ça fait que c'est vraiment le fun. C'est le fun aussi d'avoir nos parents qui sont proches de nous autres aussi. Si qu'on regarde aussi par rapport la pression des enfants aussi. T'sais, les enfants et les jeunes aujourd'hui subissent beaucoup de pression. Puis les pressions qu'ils subissent aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes pressions que nous autres, on avait auparavant. Puis pour eux autres, essayer de suivre, ça peut être une pression qui est non désirée parce qu'on essaie de les faire filer peut-être de moule que les autres ne sont pas habitués aussi parce que nous autres, on a été élevés d'une telle façon. Fait que les aider à comprendre pourquoi est-ce que c'est que les choses se passent d'une telle façon, ça peut prendre beaucoup de temps à les expliquer. Puis je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, puis on l'a déjà dit quand on était jeune aussi. Ah, ben nos parents, ils sont vieux jeux, ça fait qu'ils comprennent pas, ils savent pas, tu sais, ils sont pas comme jeunes comme nous autres. Fait qu'on a fait ça, fait que les autres vont faire la même chose aussi. Ça fait que quand tu les entends, tu te dis, ouais, mais j'ai déjà été là, moi aussi, j'ai déjà dit ça. Si on regarde au niveau de l'intimidation, ça aussi, c'est une grande préoccupation des parents aujourd'hui parce que ça a changé radicalement. Avant, si on allait à l'école, on subissait de l'intimidation à l'école, mais quand on s'emmenait à la maison, c'était fini. On était à la maison, on était capable de se ressourcer puis penser à autre chose parce qu'on avait nos parents, on avait nos grands-parents, nos frères, nos soeurs, on pouvait jouer. Maintenant, avec la technologie aussi, ils ont l'intimidation à l'école, mais aussi après l'école aussi, ils peuvent subir de l'intimidation, pareil aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'on voit ça beaucoup. Fait que
c'est des choses que les autres, ils vivent, que nous autres, on n'a pas vu peut-être dans notre temps. Ça fait que c'est encore là, ça peut être difficile pour eux autres aussi, ça peut être difficile pour les parents aussi. Comment est-ce qu'on gère ça, toutes ces choses-là? On est également confronté au fait que la plupart des familles, les deux parents travaillent. Okay? Puis ça, c'est encore de plus en plus difficile pour essayer de soutenir puis de protéger les enfants aussi, parce qu'on a des emplois qui sont demandants, parce qu'on regarde la performance, puis les heures de travail, qu'on travaille quand les deux parents travaillent, ça peut être difficile. Si je regarde, par exemple, au niveau de la santé, s'il y a des chiffres de 12 heures, qu'il y a un parent qui a un chiffre de nuit, puis l'autre de jour, puis les enfants dans tout ça, comment est-ce que c'est que parce que si j'ai travaillé de nuit, il faut que je dorme le jour, puis l'autre parent est parti, ça fait que ça peut être difficile aussi. Fait qu'au niveau des activités, par exemple, participer à des activités, c'est important pour être capable d'avoir des compétences sociales, puis aussi ça renforce l'estime de soi, mais des fois, ça peut venir très exigeant sur notre temps aussi. Puis quand on essaie d'établir des horaires pour le ménage, ça peut être difficile d'amener tout le monde là où c'est qui devrait être, puis aussi être là à temps. Tu as une pratique de soccer, un qui va à la danse, l'autre qui fait d'autres choses, puis après ça, il y a une autre activité, puis tout ça, ça fait que ça peut être difficile aussi. Au niveau de la gestion du temps, en semaine, la plupart d'entre nous, on dispose à peu près de, je te dirais, 4 à 5 heures chaque soir pour répondre à toutes les exigences de notre vie personnelle. Puis la plupart d'entre nous, on a également 2 jours la fin de semaine pour essayer de tout faire le ménage, puis ça inclut les repas, puis de préparer la petite famille pour la semaine d'après aussi. Fait qu'essayer de faire tout ce qui doit être fait dans ce temps-là, ça peut parfois nous laisser épuiser, puis à court de temps aussi. Tu sais, on dit, il n'y a pas assez de temps d'une journée, fait que des fois, on peut courir après le temps aussi. Fait que c'est difficile de prévoir du temps pour nous-mêmes ou même pour nous ressourcer avec tout ça, là. Puis c'est important d'essayer d'avoir du temps à chaque jour pour être capable de se ressourcer si on veut continuer. Quand on parle des tâches, des choses à faire, il y a toujours des tâches ménagères à faire, puis souvent on a l'impression que les choses ne sont pas faites parce qu'on n'a pas assez de temps. On a l'impression de passer notre week-end à courir, à faire toutes les courses, l'épicerie, accomplir les tâches ménagères, puis toutes les choses que les enfants ont besoin de tout ça. Puis, on se retrouve à faire certaines de ces tâches le soir, puis ça serait plutôt dans ce temps-là qu'on devrait essayer de se calmer, puis aussi d'avoir un peu de temps pour se détendre. Mais si on veut fonctionner puis être organisé, il faut qu'on travaille aussi ce temps-là pour essayer d'organiser ça. Fait que les exigences aussi, puis les engagements, comment est-ce que c'est qu'on aimerait faire du bénévolat, peut-être nous engager aussi dans la communauté ou des choses qui nous tiennent à cœur. Mais le problème, c'est que on s'engage des fois trop, puis après ça, on a du mal à respecter les engagements. De dire parce qu'on est trop épuisé, puis là, mais mon Dieu, il faut que j'aille faire ça, je peux pas, puis je suis trop, parce qu'on se sent coupable de ne pas être capable de remplir ces engagements-là. Des fois, c'est de regarder l'horaire comme il faut, puis de voir où c'est que je peux mettre mon temps aussi. On a aussi, au niveau financier, on a aussi des inquiétudes de joindre les deux bouts, à payer les factures à temps, subvenir aux besoins des enfants, tu sais, par rapport au linge, les repas, toutes ces choses-là, le désir, le besoin, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent, des choses comme ça. Puis aussi à notre retraite, parce qu'à un moment donné, on va prendre notre retraite aussi. Puis de savoir est-ce qu'on fait assez d'argent, est-ce qu'on est capable de mettre assez d'argent de côté pour être capable de prendre une retraite. Tu sais, on entend souvent les gens dire moi, je pense que je ne pourrais pas me retirer parce que j'aurais pas assez d'argent pour me retirer. Fait que c'est toutes des choses qui ajoutent au stress aussi, puis les facteurs de stress qui sont à la maison aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut qu'on regarde. Puis quand on regarde notre assiette, c'est quand même beaucoup de choses. Si on regarde les facteurs de stress qu'on regarde qui sont au travail, par exemple, si on regarde les délais, par exemple, pour certaines de nous autres, les délais sont une réalité, puis c'est un facteur de stress à long terme, puis ça fait partie de notre travail parce qu'on a des choses à livrer, puis il faut que ça soit livré cette journée-là. Comme moi, ce soir, j'avais un délai, j'avais le webinaire qui était à 7 heures, donc je ne pouvais pas dire à 6h30 que non, je ne le fais pas. Mon exigence était là, puis j'en ai d'autres aussi parce qu'on a des agendas. Nos agendas sont remplis des fois à long terme aussi, là, qu'on a des choses qui sont
sont cédulés dans le mois de juin, dans le mois de juillet aussi. Puis là, on veut jongler aussi à savoir nos vacances. On a des choses qui sont cédulées dans le mois de septembre, aussi octobre. Fait que tu as des réunions, tu as toutes ces choses-là aussi qui sont là. Des fois, ça peut être trop de travail. Parfois, on se sent submergé par la quantité de travail qui doit être faite aussi. Puis ça, il faut prendre garde à ça, puis des fois, pas trop en prendre non plus, puis d'être capable de doser un peu, puis de gérer qu'est-ce que c'est que je suis capable de faire, puis aussi de dire non, que ça, non, je le prendrai pas parce que déjà, j'en ai déjà assez dans mon affaire, puis dans mon assiette, ça fait que je vais passer sur celle-là aussi. Quand on parle de gestion du temps, combien de fois on se dit, tu sais, il y a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que c'est que j'aimerais faire, tu sais, ou ce que c'est que j'aurais à faire. Fait que des fois, on est obligé de reporter des choses. Des fois, c'est dépendre de ses collègues aussi de travail. T'sais, on peut constater que la réalisation d'un projet ou d'une tâche, ça dépend d'un collègue de travail. T'sais. Puis s'ils ne sont pas sur la même page que nous, ça peut nous causer des problèmes aussi, puis de la détresse aussi, parce que là, moi, il faut que je finisse ça, mais il faut que j'attende sa partie à elle pour être capable de finaliser la mienne. Fait que ça peut causer du stress aussi. On parle de harcèlement sur le lieu de travail aussi. Ça existe. Puis dans certains cas, ces effets-là, ça peut être beaucoup lourd, beaucoup trop lourd à porter. T'sais, ça fait beaucoup de choses sur nos épaules aussi. Fait que ça peut prendre aussi de nombreuses formes. Quand on parle, par exemple, d'être exclu des réunions, on n'est pas invité dans les réunions, qu'on remarque que les collègues chuchotent dans notre dos. T'sais, on peut voir ça. Qu'un collègue qui essaie de nous faire passer pour un incompétent. Ça peut arriver, tu sais, la personne, c'est comme, c'est elle qui fait tout mieux, puis c'est la meilleure, puis tout ça. Ça fait que on passe un petit peu pour être incompétent. Ça fait que ça, c'est des choses qu'on peut remarquer aussi au niveau du travail. Par exemple, un changement de poste ou de carrière. Ça, le changement, c'est une des choses les plus difficiles parce que c'est qu'on doit s'adapter. Puis, on peut le voir présentement avec tous les changements qui sont passés depuis le mois de mars. Puis ça, c'est dans un court laps de temps. On parle de mars, avril, on est rendu à la mi-mai. Dans l'espace de 2 mois, il y a eu énormément de changements. Puis, il y en a beaucoup d'autres qui vont s'en venir aussi parce qu'on ne sait pas, c'est comme inconnu, fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est qui s'en vient. Fait qu'on y va juste un peu comment je dirais ça, à tâtons parce que voir comment est-ce que c'est que ça va se passer, puis qu'est-ce que c'est que les choses qu'on va être capable de faire de nouveau. On a tendance aussi à se préoccuper de l'inconnu, de ce que c'est que ces changements-là, ça pourrait apporter. Okay? Puis des fois, toutes ces préoccupations-là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça va apporter. Ça peut apporter, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont être négatives, mais ça apporte aussi beaucoup de choses qui sont positives parce que ça apporte des nouvelles façons de faire. Ça nous apporte aussi à réfléchir peut-être sur des choses qu'on faisait avant, puis peut-être qu'à partir de maintenant, on va faire autrement. Fait que ça nous apporte beaucoup de bonnes choses, même s'il y a des choses qui sont négatives. Puis, on est capable aussi, moi, je me dis, ça va développer beaucoup la résilience aussi, d'être capable de se remettre sur pied par rapport à toutes ces difficultés-là qu'on passe à travers. Fait que c'est quand même des bonnes choses pareilles. Quand on parle de sécurité d'emploi, tu sais, je regarde longtemps passé, la sécurité d'emploi, c'était pas un problème. Tu rentrais travailler, il y a des gens qui rentraient au moulin, ils rentraient là après la graduation, puis ils sortaient de là à la retraite. C'est plus comme ça. Une personne peut changer 4 à 5 fois de carrière dans son temps même d'emploi. Puis on voit ça souvent, des personnes qui vont travailler une couple d'années, puis après ils vont changer de domaine, vont changer d'un autre domaine. Ça fait que la sécurité d'emploi, il n'y en a plus. Même par rapport aux postes à temps plein aussi. On a beaucoup des postes à contrat, des postes à temps partiel, des choses comme ça. Ça fait que vraiment, on ressent, les gens ressentent aussi la pression et l'insécurité qu'il y a dans tout ça aussi. Est-ce que je vais avoir un emploi après le contrat? Est-ce que je vais être capable de dénicher le poste à plein temps après que j'aurai fait le contrat? On parle des voyages aussi. Il y a des moments où c'est que notre travail, ça nous oblige à voyager. On se promène beaucoup. Nous autres, au niveau de notre travail avec l'association, on fait beaucoup on est beaucoup sur la route parce qu'on se rend compte, on va à des réunions, on donne des présentations, ça fait que ça nous apporte à voyager beaucoup, puis des fois à coucher à l'extérieur aussi. Fait que ça, avec
quand on a des enfants, ça peut apporter une source de stress, surtout dans la vie familiale aussi, tu sais, avec les enfants puis ces choses-là. Moi, je me dis, je suis un peu choyée parce que je suis grand-maman en ce temps, que j'ai plus de petits-enfants à soigner, mais quand même, tu sais, si on reste le conjoint trop longtemps ou, tu sais, on découche, ça peut apporter un stress aussi, un surplus de stress aussi, le voyageur. Quand c'est l'hiver, puis on est obligé de se déplacer, tu sais, il y a des tempêtes, il y a ces choses-là. Fait que c'est tous des stress, puis les parents, nos conjoints, nos partenaires peuvent être inquiets aussi parce qu'on est sur la route. Ça fait qu'on garde, on garde le contact, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est toutes des exigences, puis des facteurs de stress qu'on peut vivre au travail aussi. Si on regarde le mieux-être émotionnel, les facteurs qui contribuent à la santé psychologique et la sécurité au travail, on parle des exigences de l'emploi. Est-ce que mon emploi, c'est un emploi exigeant? Les efforts qui sont exigés par rapport à mon emploi. Le contrôle de l'emploi aussi. Est-ce que j'ai un certain contrôle à mon travail? Ou que je suis contrôlée? Mais c'est le fun aussi quand on travaille, qu'on a un peu de contrôle sur notre travail, qu'on a un peu, qu'on est capable de participer aux décisions qui vont être prises par rapport à notre travail. Est-ce qu'on a une reconnaissance aussi quand on travaille? Ça contribue à notre mieux-être émotionnel aussi. Je fais un travail, mais est-ce que mes employeurs reconnaissent le travail que je fais ou les efforts que je mets dans mon travail? Fait que ça, c'est un plus aussi qui peut nous aider, qu'on est apprécié, qu'on est valorisé par rapport à notre travail. L'équité. Que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau du travail, est-ce qu'il y a une équité? Est-ce qu'il y a une sécurité par rapport au travail aussi? Au niveau du soutien, est-ce que nos employeurs nous soutiennent dans qu'est-ce que c'est qu'on fait? Est-ce que nos collègues sont là pour nous soutenir aussi dans notre travail? La famille aussi, parce qu'on a besoin aussi du soutien de la famille, de nos proches, de nos amis, par rapport à notre mieux-être émotionnel aussi. Fait que ça fait toute partie des facteurs qui contribuent à notre santé psychologique, puis aussi à la sécurité au travail. On a besoin de toutes ces choses-là. Si qu'on en regarde, je suis désolée pour le chose qui est en anglais, on n'a pas eu le temps de travailler dessus pour le mettre en français, donc on a eu trouvé le work-life qui est en anglais, mais je pense que ça, on va apporter ça, on va essayer d'arranger ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de différent pour chacun de nous? Je vous demande juste de réfléchir à ça. C'est important pour nous de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Aussi différentes que ces définitions-là peuvent être. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour chacun de nous? Puis moi, je dirais que oui, parce que on a toute chacun une routine qui est différente, puis on fait tout ça de façon différente. Est-ce que c'est simplement un déséquilibre entre le temps passé entre les deux? Est-ce que c'est un déséquilibre entre le temps qu'on passe au travail et le temps qu'on passe à la maison? Fait que ça, on peut regarder ça puis réfléchir à ça aussi. Puis de voir les deux, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les deux? Ou qu'est-ce que c'est qui se passe entre les deux? Est-ce que je suis capable d'équilibrer ces deux choses-là aussi? C'est vraiment intéressant. Je vous laisse ces deux questions-là à mijoter un peu. C'est sûr qu'on aurait été ensemble, on aurait eu probablement cette discussion-là ensemble, on aurait parlé de ça, on aurait vu ça. Je vous laisse réfléchir sur ces deux questions-là. Si je regarde à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, on dit que c'est un état de mieux-être qu'une personne peut atteindre ou se fixer comme objectif afin de lui permettre de gérer efficacement de multiples responsabilités au travail, à la maison et dans sa communauté sans ressentir trop de stress ni d'impact négatif. L'équilibre entre la vie et le travail, entre le travail et la vie privée, c'est différent pour chacun de nous autres. Puis ça favorise la santé physique, émotionnelle, familiale et communautaire aussi. Puis le conflit entre le travail et la vie privée, ça se produit
quand les personnes, à quelque niveau que ce soit au sein d'une organisation, trouvent que leur rôle sur le lieu du travail puis à l'extérieur de leur travail sont trop lourds pour eux ou interfèrent les uns avec les autres. Fait que ça, on peut regarder ça. Le conflit entre le travail, c'est qu'on a trop de choses au travail puis trop de choses à la maison, puis ça interfère entre les deux. Puis des fois, ça peut être trop lourd à porter. Mais ça aussi, ça engendre du stress aussi. Si on regarde par rapport aux signes à surveiller sur le lieu du travail, des signes avant-coureurs de performance. Quand on regarde retard, absence constant, que ce soit pour la maladie ou pour d'autres raisons. Le manque de coopération, capacité générale à travailler avec les autres. Est-ce que la personne, puis on peut remarquer ça, c'est une personne qui peut peut-être vivre des choses qui sont difficiles ou qui s'en va vers l'épuisement professionnel aussi. Est-ce que la personne manque de coopération? Est-ce que sa capacité générale à travailler avec les autres est bonne? Est-ce qu'il y a une diminution de la productivité? C'est une personne qui produisait beaucoup, mais là, il y a comme une diminution. Des pauses fréquentes hors de son bureau. Des gens qui appellent ça des discussions de cartes de porte. Fait que la personne prend souvent des pauses en dehors de son bureau. Augmentation des accidents, des problèmes de sécurité. Plaintes fréquentes de fatigue. La personne se plaint souvent qu'elle est fatiguée, elle a des douleurs inexpliquées, a de la difficulté à se concentrer, par exemple, ou à se souvenir de certaines choses, ou peut-être qu'elle a de la difficulté à prendre des décisions. Ou qu'elle va essayer de trouver des excuses pour ne pas respecter les délais, par exemple, qu'elle a, ou le mauvais travail, moins d'intérêt. Sa participation au travail aussi, la réduction peut-être de la qualité de son travail, le nombre d'heures supplémentaires qui a augmenté pendant une période prolongée. Fait que ça, c'est des signes qu'on peut remarquer. Le retrait ou de l'évitement, des idées étranges ou grandioses qu'on peut remarquer, manifestation de colère ou de défensive, tu qu'on parle de quelque chose, puis la personne, tout de suite, elle pique une colère ou qu'elle devient sur la défensive. Mais ça peut être des signes qu'on peut surveiller au niveau du travail, sur le lieu du travail. Peut-être que la personne a besoin d'avoir un peu plus de réconfort ou de voir s'il y a quelque chose qu'on ne pourrait pas faire pour aider cette personne-là. Ça peut aider aussi. Bon, j'avais oublié d'enlever ces écouteurs-là de mes oreilles. Si on regarde au niveau de l'épuisement professionnel, ça coûte aux entreprises canadiennes environ 12 milliards de dollars chaque année en réclamation de santé, puis en perte de productivité, puis en absentéisme. On dit là, l'épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental provoqué par une exposition à long terme à des situations de travail exigeantes. L'épuisement professionnel, c'est le résultat cumulatif de stress, c'est ça, là. Puis n'importe qui peut connaître l'épuisement professionnel. Mais il y a des recherches qui ont montré que le fait d'exercer un métier exigeant, comme une forte charge de travail, puis qui dispose de peu de soutien, ça peut accroître la prévalence de l'épuisement professionnel. Puis ça va aussi réduire l'engagement, par exemple, comme les professions d'aide, comme les emplois dans les soins de santé, l'enseignement, le counseling, ça rapporte, comme les chercheurs rapportent des taux très élevés d'épuisement professionnel aussi. Puis si on n'a pas un bon équilibre entre le travail et notre vie personnelle, ben, la performance des employés et des employeurs va être affectée. Fait que la productivité baisse, puis le taux d'absentéisme va augmenter certain parce que là, je suis trop fatiguée, je ne suis pas capable de rentrer. Puis quand que je rentre, on peut faire du présentéisme aussi. Je suis présente là physiquement, mais mentalement, je ne suis pas là non plus. Puis lorsque le travail... mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de remédier à ça, par exemple. Les gestionnaires et les employeurs ont beaucoup d'influence pour encourager les bonnes pratiques d'équilibre entre la vie personnelle et le travail. Des choses que nos gestionnaires et nos employeurs sont capables de faire pour aider les employés. Par exemple, de ne pas dîner à son bureau. De vraiment sortir puis de prendre ses pauses pour le dîner aussi. Limiter les heures de travail qu'on fait. De s'organiser pour être capable de dire, OK, aujourd'hui j'ai fini, puis demain je ferai le reste aussi. Limiter les communications électroniques en dehors des heures de travail.
Okay? Parce qu'à cette heure, avec les cellulaires, on peut être constamment branché, puis recevoir des courriels à toute heure de la soirée aussi. Ça fait qu'on n'est vraiment jamais déconnecté du travail non plus. Puis de prendre nos vacances. J'avais lu à un moment donné des statistiques parce que qui disaient que les Canadiens ne prennent pas toutes leurs vacances. Qu'on en garde. Mais oui, prendre nos vacances, ça fait du bien. On a besoin de ça pour nous ressourcer, pour comme je dirais, remonter nos batteries. Faut qu'on recharge nos batteries. Fait qu'on a besoin soit c'est du temps supplémentaire, mais vraiment de le prendre et d'utiliser nos vacances aussi. Si on regarde au niveau de l'épuisement professionnel, il y a 3 caractéristiques principales qu'on peut regarder au niveau de l'épuisement. La diminution ou l'épuisement des ressources mentales, ça c'est notre énergie. On n'a plus d'énergie pour être capable d'avancer. Puis ça a un gros effet. Puis si on n'est pas attentif puis à se connaître nous autres mêmes, c'est quelque chose qui peut venir très sournoisement. Parce que ça vient tranquillement sans qu'on s'en aperçoive. Puis on se dit tout le temps, ah, OK, non, je suis capable d'en faire un peu plus. Ah, non, je suis capable d'en faire un peu plus. Mais des fois, c'est de reconnaître les signes qu'on voit chez nous autres mêmes. Puis peut-être qu'on peut remarquer sur un collègue aussi. Puis d'aborder ces choses-là. Quand on regardait pour la semaine de la santé mentale, puis qui disait là, cette année de se dire les vraies choses, parce qu'on dit tout le temps, on demande aux gens, oh, comment ça va? Oh, moi, ça va bien, merci. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est de dire, tu sais, comme, ben, je m'inquiète pour mon travail, tu sais, je m'inquiète pour la famille aussi, tu sais, ça va pas bien, tout ça, mais de dire les vraies choses. Puis ça nous aide aussi au niveau, puis ça nous aide à connecter avec quelqu'un aussi, puis peut-être aller chercher de l'aide aussi. Parce que moi, j'en ai déjà fait un burn-out, un épuisement professionnel, puis c'est pas facile, puis c'est pas le fun non plus. Quand on parle de cynisme, l'indifférence ou attitude de distance à l'égard du travail, je vous dirais que j'ai jamais eu de cynisme, par exemple, parce que j'ai toujours aimé mon travail pareil, mais juste des fois d'en faire trop, ça peut devenir, ce que c'est qu'on ne met pas une ligne, dire, OK, mon travail est fini pour aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi. Le manque d'efficacité professionnelle, la tendance à évaluer négativement ses performances professionnelles, tu sais, se dévaloriser des choses qu'on fait, tu sais, ou de ne pas se trouver assez bonne ou assez bon pour ça. Ça entraîne un sentiment d'insuffisance puis une mauvaise estime de soi liée au travail. Puis on sait souvent que l'estime de soi, c'est un peu à la base aussi d'une bonne santé mentale. Puis notre estime de soi, on a besoin de travailler dessus à tous les jours aussi. Si qu'on regarde au niveau des signes et symptômes de l'épuisement professionnel, on a des signes physiques qu'on peut remarquer. On parle d'épuisement, insomnie, hypersomnie, des maux de tête, grincher des dents, tension musculaire, augmentation ou diminution de l'appétit, susceptibilité accrue à la maladie, l'hygiène personnelle en désordre non entretenu, hein, au niveau des comportements, de la consommation accrue de drogue ou d'alcool, quand on parle d'absentéisme, des crises de colère, de l'irritabilité, de l'évitement, l'influence sur le rendement au travail, blâmer les autres, se plaindre fréquemment, ne pas maintenir un environnement physique, que ce soit à la maison ou au bureau, que c'est tout en désordre, de ne pas garder une certaine ordre. Au niveau psychologique, capacité à réduire puis à ressentir de l'empathie. Dépression, on parle de cynisme, quand je disais tantôt, de la rancœur, on parle d'anxiété, difficulté à séparer le travail puis de la vie personnelle. Tu sais, puis il y a des gens où ce que c'est qu'ils vivent juste pour le travail, puis ils vont toujours parler de travail, toujours parler de travail. On dirait qu'ils ne peuvent pas couper le lien de ça. Fait qu'on a une vie de travail, mais on a aussi une vie personnelle. Image de soi négative, des pensées déformées, le tout ou rien, ou le noir ou le blanc, tu sais, soit c'est noir, soit c'est blanc, il n'y a pas de zone grise. Des fois, nos croyances peuvent être déformées aussi. Des fois, c'est d'aller vérifier ça, de regarder ça. Ça, c'est des signes qu'on peut rencontrer au niveau de l'épuisement professionnel. On regarde aussi les choses qui peuvent causer l'épuisement professionnel. Si qu'on regarde le manque de contrôle,
c'est un manque de contrôle, ça l'influence du manque de contrôle d'un employé sur des décisions qui affectent son travail. Est-ce que j'ai un peu de contrôle sur les décisions qui sont faites qui vont affecter mon travail? Par exemple, mes heures de travail, les tâches qui me sont confiées, est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Ou mon incapacité à contrôler la quantité de travail qu'on me donne? J'ai-tu un certain contrôle de ça? Est-ce que je suis capable de dire non sans être réprimandée, par exemple? Des attentes imprécises en matière d'emploi. Tu sais, par exemple, l'incertitude quant au degré d'autorité d'un employé, au fait de ne pas disposer des ressources nécessaires pour être capable d'effectuer le travail. Tu sais, ils veulent que je fasse un travail, mais je n'ai pas les ressources pour faire ce travail-là. Je vous dirais comme au début qu'on a commencé à travailler à partir de la maison aussi, on avait nos ordinateurs, mais avant que ce soit arrangé, puis qu'on ait l'Internet, puis que ça soit intégré, puis ça soit tout arrangé, bien ça, on n'avait pas grand contrôle là-dessus, mais ça causait du stress pareil, mais on était capable de s'organiser. On avait des employeurs qui étaient compréhensifs, puis qui disaient, OK, c'est normal qu'on se sente comme ça, inquiétez-vous pas, ça va tomber en place. Ça fait qu'on avait beaucoup de support de notre employeur qui nous aidait à réduire notre anxiété, à réduire notre stress, puis dire, ça va s'organiser, ça va rentrer dans l'ordre, on va faire des choses qui va faire que ça va rentrer dans l'ordre. C'était bien aussi par rapport à ça. Une dynamique dysfonctionnelle au travail. Travailler avec un intimidateur au bureau. Être victime de harcèlement de la part de collègues ou avoir un patron qui microgère le travail. Des fois, il peut y avoir des petits boss partout. La divergence de valeurs. Si mes valeurs personnelles diffèrent de la façon dont l'organisation fait des affaires ou traite les griefs des employés, ça peut porter préjudice aux employés aussi. Un emploi mal adopté, par exemple. Un employé qui occupe un emploi puis qui ne correspond pas à ses intérêts ou à ses compétences, c'est sûr et certain qu'il va venir de plus en plus stressé au fil du temps. Prends quelqu'un qui a travaillé je ne sais pas, au niveau de la gestion, puis là, maintenant, il est rendu sur le plancher à faire d'autres tâches que cette personne-là n'est pas habituée ou qu'elle ne connaît pas. Fait que ça va augmenter son stress aussi. Il va prendre quelqu'un puis te le mettre dans la gestion qui n'a jamais fait de gestion. Ça peut augmenter son stress aussi. Des activités extrêmes, par exemple, comme quand un travail est toujours monotone, tu sais, comme c'est dole, ou ça peut être un environnement qui est chaotique. Un employé on a besoin d'une énergie constante pour rester concentré, puis ça peut entraîner une perte d'énergie ou d'épuisement professionnel. Si c'est trop monotone, je vais venir puis je vais me désintéresser. Puis si c'est trop chaotique, peut-être que je vais venir trop stressé puis je serai plus capable de faire ça. C'est comme, ouf, non, c'est trop, là, je peux pas, là, j'arrive plus. Fait que l'épuisement professionnel, ça peut être dû à de nombreuses conditions négatives qu'on a au travail. Puis parmi les conditions, on est capable de dire comme le faible niveau de contrôle, de soutien des collègues puis du superviseur, l'insatisfaction au travail, puis le faible engagement organisationnel aussi au niveau de l'organisation, l'insatisfaction au travail, la diminution de l'efficacité personnelle, puis le faible niveau de soutien des pairs sur le lieu de travail. En particulier, ça peut causer à des niveaux de cynisme très élevés. Puis des fois, ça prend juste comme quelqu'un qui peut démotiver ou qui peut être négatif, puis qui peut brimer peut-être les autres personnes aussi, apporter les autres à être négatives aussi. Ça fait que des fois, on a besoin d'avoir de quelqu'un qui est plus positif. Si on regarde des stratégies qui sont utiles pour prévenir l'épuisement professionnel. Parce que n'importe qui peut connaître l'épuisement professionnel puis se sentir très stressé puis incapable de faire face à des situations.
par exemple, en fin de compte, l'amélioration de vos stratégies d'adaptation, puis de vos compétences, de prendre soin de vous, par exemple, comme votre mieux-être mental. Ça, c'est un facteur de protection contre l'épuisement professionnel. Prendre le temps de s'occuper de nous autres mêmes. Là, par exemple, se renseigner sur les causes, les symptômes de mes propres symptômes, si que je vois des symptômes que je reconnais, des symptômes, identifier puis mettre en pratique des stratégies d'adaptation efficaces. Apprenez à adapter votre environnement afin de réduire les situations qui sont stressantes. Tu sais, parce qu'il y a des signes qu'on peut voir, des signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel. Tu sais, peut-être qu'on peut appeler un ami ou peut-être un membre de la famille qui est alentour de nous autres, ou ça peut être un professionnel de la santé aussi, pour être capable d'obtenir un soutien supplémentaire qui est capable de nous aider à gérer ça, peut-être nous donner des trucs aussi pour nous aider à nous sortir de cette impasse-là aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire, contacter puis de se construire un réseau de soutien solide, d'avoir des gens autour de nous qui est capable de nous épauler, de nous supporter dans tout ça aussi. Si on regarde au niveau encore de prévenir les stratégies qui sont utiles pour éviter l'épuisement, prendre soin de soi régulièrement. Fait que c'est vraiment important de prendre soin de soi en mangeant sainement, en faisant de l'exercice, puis aussi en surveillant notre santé mentale. Puis on s'en aperçoit quand on file pas bien, qu'on se lève un matin puis on est comme un petit peu dans le brume ou on peut être négatif. Des fois, on peut s'apercevoir que nos pensées durant la journée sont souvent négatives. Puis peut-être prendre une pause puis de dire, OK, c'est quoi qui se passe avec ça? Pourquoi toutes ces pensées-là sont négatives? Comment est-ce que je peux changer ça? Apprendre à gérer son temps. Puis son stress aussi pour être capable d'éviter l'épuisement professionnel. Une bonne gestion du stress, ça aide énormément aussi. Puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide quand on a besoin. Il y a de l'aide là, il y a des choses qu'on peut aller chercher, que ce soit sur l'Internet ou des ressources qu'on a dans la communauté qui sont capables de nous aider par rapport à ça aussi. Apprendre à équilibrer notre carrière, puis notre famille, nos loisirs, nos activités, puis en étant capable d'économiser du temps puis de l'énergie pour chacun aussi, parce qu'on a tous besoin, quand on est un noyau familial, on a tous besoin tout chacun a besoin d'avoir un petit quelque chose. Renforcer l'effort et non le rendement. Pratiquer le maintien de la distance ou du détachement des préoccupations. Enfin, on peut avoir des préoccupations, mais à un moment donné, prendre un break de ces préoccupations-là. Apprenez à connaître c'est quoi qui sont vos valeurs, c'est quoi vos besoins, puis c'est quoi vos vulnérabilités, puis comment que je réagis au stress. C'est de se poser ces questions-là. Comment est-ce que je réagis quand je suis stressée? Puis ça nous apporte des pistes de solutions aussi. Participez à des activités professionnelles qui vous apportent du soutien. C'est pas juste pour le travail, mais que ça m'apporte un certain soutien. Surtout la formation continue, par exemple, au niveau de l'éducation permanente aux adultes. Les avantages peut-être que notre entreprise ou l'organisation offre, peut-être que vous pouvez profiter de l'éducation pour ça. Je sais que nous autres, par rapport à l'association, on a souvent des webinaires où c'est qu'on peut aller et s'inscrire, puis on est capable de suivre ces webinaires-là. C'est du développement professionnel. Fait que ça nous aide à nous autres à gérer notre stress, aussi à gérer notre environnement. Ça nous aide à nous ressourcer aussi personnellement, mentalement, aussi psychologiquement. Fait que ça fait vraiment du bien. On a besoin de ça. Si on regarde de se construire un mieux-être, par exemple, au travail, essayer d'établir des relations qui sont solides sur le lieu de travail, avoir des relations qui sont positives avec les supérieurs, avec nos collègues, ça va faciliter notre travail, ça va nous aider. Avoir des compétences, avoir le goût d'apprendre, peut-être à savoir comment résoudre des problèmes, suivre une formation spécifique à l'emploi,
faire preuve de persévérance, par exemple, et de savoir quand c'est que j'ai besoin de demander de l'aide. Tu sais. On a tout comme un seuil de limite, ou ce que c'est qu'on n'est plus capable de gérer, puis là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide, mais de reconnaître ça. La gestion du temps, par exemple, apprendre à mieux gérer son temps, comprendre puis être capable de développer ses priorités. Les mettre en ordre, apprendre à dire non, par exemple, puis se fixer des limites. Ça peut être utile pour développer notre gestion du temps aussi. Parce que si on dit tout le temps oui, puis oui, à un moment donné, on va être pris, puis on aura trop à faire, puis on ne pourra plus ramener ça, ça fait qu'on va se décourager aussi. Quand on parle au niveau intelligence émotionnelle, d'avoir des apprentissages comme par exemple des compétences sur la capacité d'être capable de se calmer soi-même, de prendre des grandes respirations, puis de prendre peut-être juste un petit 5 minutes de détente pour respirer calmement. La capacité d'être capable de parler de ses sentiments. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens angoissée, triste? Ou être capable de reconnaître ces sentiments-là aussi. La capacité d'être capable de prendre un recul, puis d'être capable d'examiner une situation qui est plus objectivement, de la voir la grosse photo, comme ma chum Lucie, mon portrait, de voir le plus grand portrait. Ça aide aussi. La capacité de voir le point de vue d'une autre personne aussi. Puis la capacité d'être capable de renverser les mauvais sentiments que je pourrais avoir. Ça aide tout. Au niveau à la maison, par exemple, être capable de construire un réseau de soutien à la maison. De regarder alentour de nous autres, c'est qui les personnes qui sont alentour de nous autres qu'on est capable de cibler, qui est capable de nous aider. Puis peut-être en fonction du temps, on pourrait être en mesure de prendre une partie de la charge sur nos épaules. On est capable de déléguer des choses. Examinez alentour de vous, c'est qui dans mon entourage que je pourrais déléguer certaines choses, que j'aurais pas besoin d'avoir tout ça sur mes épaules. Partager des responsabilités, ça peut nous aider aussi à trouver un plus grand équilibre. D'avoir certaines tâches, moi je vais faire ça, mais d'autres personnes, on a chacun toutes nos tâches, ça fait que ça facilite aussi les choses, les compétences, être bien informé quand on prend quelque chose, quand on veut faire un travail, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire sur le travail, d'avoir les informations par rapport à ça, d'être bien informé, même si qu'on veut peut-être, même si qu'on veut s'engager, une fois qu'on a réfléchi, souvent on peut se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas toutes les compétences nécessaires pour assumer la tâche. Des fois, on prend des engagements au niveau de la communauté ou ça peut être au travail. C'est pour s'apercevoir que j'avais peut-être pas toutes les compétences pour accomplir ce travail-là. C'est d'examiner ça. Les gens ont des compétences puis des niveaux de compétences différents. Fait que quand on regarde alentour de nous autres, peut-être quelqu'un dans notre réseau notre réseau de soutien peut faire la tâche plus efficacement. Puis si que je la supprime de ma charge, ben, c'est encore bien mieux. Par exemple, c'est comme dans la famille, c'est qui entre moi et mon conjoint qui est capable de faire le budget, par exemple? Ben, peut-être que lui est meilleur avec les chiffres que moi. Fait que je peux dire, ben, OK, toi, occupe-toi du budget, puis moi, je vais m'occuper d'autres choses. Fait qu'on est capable de déléguer ces choses-là. Ça peut être des tâches ménagères aussi, ça peut être au niveau de l'épicerie, il y a quelqu'un qui peut, fait que ça nous enlève des tâches aussi à faire, fait qu'on on a moins sur le dos. Par rapport à la gestion du temps, par exemple, pas pas trop s'en mettre sur le dos, sur nous et sur notre famille aussi. Prenez pas juste parce que c'est qui semble juste. Il n'y a pas de règle écrite qui dit que tout le monde doit être impliqué dans 2 activités ou plus en même temps. On n'est pas obligé d'être comme ça. De s'assurer de prévoir du temps d'arrêt pour tous les membres de la famille aussi. Qu'eux autres aussi, les enfants aussi qui aient une pause. Parce que souvent, les enfants ont beaucoup de responsabilités aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on est capable de favoriser l'optimisme plutôt que le pessimisme aussi. Si j'en regarde dans les notes, donner et recevoir des compliments, puis souvent, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à recevoir des compliments. On va dire, oh mon Dieu, j'aime ta coupe de cheveux. Ils vont dire, oh ben non, je les ai pas l'envie un matin. Mais non, on peut juste dire merci.
Fait que c'est une bonne chose qu'on est capable de faire. Fait qu'on est capable de se réserver du temps, mais aussi de réserver du temps pour la famille. C'est que je regarde dans les stratégies de soutien, d'être compréhensif et encourageant. Passer du temps avec la personne, les écouter, par exemple. Ne pas sous-estimer la capacité d'une personne. Puis peut-être on peut encourager une personne à suivre son plan de traitement et à rechercher des services de soutien si la personne a des problèmes au niveau de l'épuisement professionnel, de l'aider, parce qu'on veut écouter, on veut être encourageant pour cette personne-là aussi, puis être capable de l'aider, l'informer, s'informer, puis aussi l'informer la personne sur l'épuisement professionnel aussi, puis aussi sur les problèmes de santé mentale au niveau des maladies mentales. Peut-être d'avoir une formation en cas de crise, une aide à l'autonomie ou à des conseils individuels, ça peut nous aider aussi à devenir une meilleure personne de soutien si on est là pour soutenir la personne. Faire de la sécurité de la personne notre priorité, par exemple. Se renseigner sur les ressources qu'on a dans la communauté, parce qu'on a beaucoup de ressources dans la communauté que peut-être qu'on n'utilise pas nécessairement, puis ces ressources-là sont là. Si on regarde au niveau de l'aide, dans les ressources communautaires, on a le médecin, il y a des conseillers, il y a des professionnels, on a notre guide spirituel qui peut nous aider aussi. Il y a la famille, il y a les amis, il y a des mentors aussi qui sont capables de nous aider par rapport à ça. Les ressources communautaires en santé mentale, par exemple, la ligne d'écoute, si je regarde, ils offrent une oreille attentive, des informations qui sont utiles, puis une intervention en cas de crise, des références vers des ressources communautaires, ils peuvent nous enligner vers ces ressources-là. Je regarde la ligne Chimo, par exemple. Ça, c'est un numéro que les gens devraient toujours avoir à portée de la main. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est des gens qui sont là, qui sont capables de nous écouter, qui sont capables de nous référer. C'est une ressource provinciale, puis ils ont toutes les ressources dans toutes les communautés. Ils peuvent nous référer à des ressources dans notre communauté aussi. Il y a Jeunesse J'écoute aussi. On peut texter le mot parler au 686868 ou composer le numéro qu'il y a là, c'est le 1-800-668-6868. Puis d'autres, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Il y a aussi le site Internet aussi, le site web. Il y a les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Fredericton. Il y a Télésoin aussi qu'on peut appeler pour avoir de l'aide. Si on regarde aussi les programmes qui sont offerts au centre de santé mentale, au niveau de toxicomanie, aussi, il y a les programmes de traitement des enfants et les jeunes, il y a les services d'urgence en santé mentale, il y a le programme de dépendance au jeu par rapport au gambling, il y a l'unité psychiatrique de soins aigus pour patients hospitalisés, il y a les dépendances des patients hospitalisés aussi, le détox, consultation individuelle, familiale et de groupe. On a ça dans nos régions aussi. Chacune de nos régions a ces ressources-là. Programme de traitement à la méthadone aussi. Fait qu'il y a certaines régions qui offrent ces services-là aussi. Si on regarde l'équipe de crise mobile en santé mentale aussi, il y a les travailleurs sociaux qui sont formés en santé mentale. Il y a des réponses opportunes et coordonnées aux personnes en crise de santé mentale. Les évaluations ou les interventions. Il y a aussi le travailleur de rue aussi qu'on a dans nos régions. Je ne sais pas si c'est dans toute région du Nouveau-Brunswick, mais je sais qu'à Carleton, on a un travailleur de rue. Puis cette personne-là aussi est capable d'aider au niveau de l'aide, puis d'apporter à des ressources aussi qui peuvent t'aider. Si on regarde au niveau des hôpitaux, les centres de santé communautaire, le centre de crise, les cliniques médicales, les refuges d'hébergement. On peut voir qu'on a beaucoup, puis ils ne sont pas tous énumérés là-dessus non plus, il y en a plein d'autres aussi. Si on regarde au niveau de la CSM, qu'est-ce qu'on a? On a des programmes, on a des groupes, puis les gens peuvent contacter leur bureau local parce que, comme je disais au début, il y a dans chacune des régions, il y a une coordonnatrice en éducation communautaire, puis on a aussi un coordinateur en éducation communautaire qui est dans chacune des régions du Nouveau-Brunswick.
On offre des ateliers, par exemple, changeons les mentalités, travaillons ensemble nos mentalités. La santé mentale, ça marche. Les enfants et le stress, c'est un programme de 3 sessions pour les parents avec des outils qui est capable de nous aider à gérer le stress chez les enfants. On a la formation appliquée en technique d'intervention face au suicide. Il y a aussi le Safe Talk qui est offert aussi par l'ACSM. Il y a les présentations qu'on offre. C'est tous des sujets qui sont liés à la santé mentale et au mieux-être. On a un paquet de présentations qu'on peut offrir. Il y a les événements aussi. On a la semaine de la santé mentale, semaine de la sensibilisation aux maladies mentales. Il y a le mois de prévention du suicide aussi. Il y a plein d'autres activités. Il y a des portes ouvertes qui sont offertes, qui vont revenir probablement, mais qu'on soit tous déconfinés. Il y a plein d'activités que l'association organise aussi à travers la province du Nouveau-Brunswick. C'est facile de contacter la personne dans votre région. Puis, je vous dirais, comme si vous regardez dans le chat, il y a le site Internet, puis je peux vous le donner aussi, c'est acsmnb.ca. Puis là-dessus, il y a chacune de nos coordonnées sont sur le site de l'association. Donc, vous pouvez trouver la personne qui travaille dans votre région. Si vous êtes dans la région 6, par exemple, c'est Lucie Robichaud, qui est pour la péninsule acadienne, et aussi Bathurst. Moi et elle, on partage un peu Bathurst parce qu'on n'a pas quelqu'un là. Si on regarde dans la région 4, Grand-Sault et Edmundston aussi, il y a quelqu'un dans chacune de ces régions-là. Dans chacune des régions du Nouveau-Brunswick, il y a une personne qui est capable de répondre à vos besoins. Sur ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous donner ce soir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir resté avec moi tout ce temps-là. Ça, c'est mes coordonnées. Mon numéro de téléphone est là, le 789-2441. Il y a aussi mon courriel. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou appeler c'est ma boîte vocale qui va répondre parce que je ne suis pas au bureau physiquement, mais je vérifie mes messages aussi sur ma boîte vocale. Fait que si que vous voulez avoir des informations ou comment s'inscrire sur les webinaires, comme je disais tantôt, il y a plein de webinaires qui sont offerts, c'est gratuit, mais on doit s'inscrire. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez me contacter ou contacter la personne dans votre région, puis elle va être capable de vous aider par rapport à ça. Ça fait que vous avez toutes les réponses qui est par rapport à ça. Fait que si, je vais juste vérifier juste un instant pour voir s'il y a des questions. Oh mon Dieu, j'ai formé quelque chose. Attends un peu, je vais le remettre de nouveau. Bon, ben, ça l'a formé, mais je formerai ça de nouveau après. Juste un instant. Quand que je vous disais par rapport à la technologie, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des petites choses qui se font, puis il y a des petites affaires qu'on apprend à chaque fois. Ça fait que on va regarder ça. Ça fait qu'on n'a pas de questions. J'aimerais vous dire un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Je remercie énormément ma collègue Lucie Robichaud, qui était là, qui est mon bras droit pour ce soir. Fait que sur ça, vous avez un petit sondage qui va apparaître. Aussitôt que je vais fermer l'écran, il y a un petit sondage qui va vous apparaître. Je vous demanderai de le remplir et après ça, de l'envoyer. Nous autres, ça nous aide énormément. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée puis une bonne semaine. Merci beaucoup.